Donc, Raouda Gafresh, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente sur notre podcast aujourd'hui, Graines d'avenir. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter un peu pour nos auditeurs? Alors, je suis Madame Raouda Gafresh, je suis ingénieure hydraulique de formation, docteur en sciences de la Terre. Et alors, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans le domaine de l'eau, de tous les domaines annexes. Donc, avant d'intégrer l'université en tant qu'enseignante et chercheur, j'ai travaillé dans les bureaux d'études, donc j'ai maîtrisé ce que j'ai appris déjà. Donc ça, c'était la première chose importante. Ensuite, j'ai enseigné à l'université une vingtaine d'années, puis j'ai quitté pour travailler à mon propre compte en tant qu'expert indépendant, qui est mon cas depuis à peu près 5 ans maintenant, depuis 2019. Alors, je travaille beaucoup sur la gestion de l'eau, dans tout ce qui concerne l'eau. Quand je dis l'eau, c'est aussi l'agriculture, c'est aussi l'assainissement, l'alimentation en eau potable, l'irrigation. Je travaille beaucoup sur la gouvernance et les politiques de l'eau, comment améliorer cela face aux problèmes récents, enfin, qui sont le changement climatique, les externalités, tout ce qui est choc externe sur les infrastructures, sur l'eau, sur l'agriculture et l'alimentation essentiellement. Je fais beaucoup de bénévolat, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, je suis tout d'abord présidente de l'association, du groupement de développement agricole pour l'alimentation en eau potable dans la zone de Zagouane. Je suis membre de l'Institut méditerranéen de l'eau dans le conseil d'administration en tant que trésorier adjoint. Et je suis aussi membre de l'Académie de l'eau à Paris et membre par exemple, le Scientific Advisory Committee de Prima Foundation. Donc, je suis dans plusieurs associations et institutions à titre bénévole. Et vous êtes originaire de Zagouane? Non, je suis originaire de Sousse, mais les choses ont fait que j'ai acheté un petit terrain à Zagouane, donc je vis partiellement à Zagouane. Et quand j'ai plus de temps et j'ai pas de réunion sur Tunis, donc je vis à Zagouane dans ma petite ferme. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des problèmes majoritaires de l'eau en Tunisie? Quels sont les points que vous trouvez les plus importants? Alors, la question de l'eau en Tunisie, elle ne diffère pas beaucoup, disons, de la question de l'eau à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que, en fait, la Tunisie, comme beaucoup de pays, elle a très peu de ressources. Parce que c'est un petit pays d'abord, petit en termes de superficie, donc c'est 164 000 km². Donc, c'est un pays qui ne reçoit pas beaucoup d'eau, qu'on peut récupérer, parce qu'en termes d'eau, oui, on reçoit à peu près 36 milliards de mètres cubes, mais on ne peut retenir à travers les barrages et les eaux souterraines qu'à peu près 4,9 milliards. 5 milliards de mètres cubes, c'est à peu près le 1/7. Et donc tout le reste de l'eau, il y a une grande partie qui s'évapore bien sûr dans l'atmosphère tout de suite et va dans les océans, donc c'est à peu près 19 milliards de mètres cubes, 55%, c'est énorme. Mais on a aussi une grande partie qui est à peu près 11,5 milliards de mètres cubes qui est retenue par le sol. D'accord. En fait, et c'est le cas dans le monde entier, la plus grande quantité d'eau dont on s'en sert dans notre vie de tous les jours, qui produit notre alimentation, ce n'est pas l'eau qu'on retient derrière les barrages, ni l'eau qu'on a dans les nappes, c'est l'eau que retient le sol. Le sol, c'est le plus grand réservoir d'eau pour la production de l'alimentation en pluviale. Je ne sais pas si vous savez que seulement en Tunisie, 8% des terres agricoles utiles sont irriguées et que ces terres consomment 80% des ressources en eau qu'on a mobilisées à travers les barrages et les nappes et donc les forages. Ça veut dire que 92% des terres agricoles sont irriguées directement par le ciel. Et si en cas de changement climatique, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de pluie, c'est des milliards de mètres cubes d'eau qui manquent. À l'échelle mondiale, 20% seulement des terres sont irriguées, qui produisent 40% de l'alimentation mondiale. Ça veut dire que 80% des terres agricoles dans le monde sont irriguées directement du ciel et produisent 60% de l'alimentation. Je vous laisse imaginer, en cas de forte sécheresse répétitive, quels seraient les volumes d'eau nécessaires pour produire l'alimentation pour le monde entier.
sachant que tous les pays du monde dépendent de l'importation de l'alimentation, tous sans exception, à travers l'empreinte eau. La Tunisie importe 65% de ses besoins en céréales. La Mauritanie importe 90%. Malte importe 91% de son empreinte eau, parce que Malte n'a pas d'eau. La France, qui n'est pas sous stress hydrique, elle importe 47% de son empreinte eau à travers l'importation de l'alimentation des différents pays, entre autres la Tunisie. C'est pour vous dire que la question de l'eau, elle n'est pas spécifique à la Tunisie. Avec le changement climatique, la question de l'eau devient mondiale pour la simple raison que le changement climatique, qui est issu bien sûr de cette augmentation de température, dans l'origine c'est les émissions de gaz à effet de serre, a simplement perturbé le cycle de l'eau de la Terre. Parce que la Terre n'a qu'un seul cycle. Moi je suis ingénieure, quand j'ai appris le cycle de l'eau, jusqu'à il y a quelques années, je pensais que chaque pays a son propre cycle. Donc, ce qui pleut se transforme en évaporation, etc. Il y a un équilibre. Mais non, parce qu'il peut s'évaporer ici, mais il pleuvra dans un autre endroit. Donc, le cycle de l'eau, s'il y a un seul cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau de la Terre. Le cycle de l'eau de la Terre a été perturbé parce qu'en fait, la Terre continue à recevoir la même quantité d'eau, même avec le climate change. Ce qui a changé, c'est cette répartition de l'eau sur les continents et les océans. Maintenant, il y a des endroits qui seront de plus en plus secs. La Tunisie fait face cette année à une 5e année de sécheresse. Quand j'ai dit sécheresse, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plu, mais les quantités de pluie sont de 40 à 50% inférieures à ce qu'elles devaient être et elles ne tombent pas sur les périodes habituelles. Les pluies, il n'y avait pas de pluie au mois de mars, il n'y avait pas de pluie presque pas au mois d'avril, très peu. Janvier, il n'y a pas plu non plus, mais en plus, il y a une forte température, donc évaporation importante, évapotranspiration de la végétation importante, etc. Donc, le problème de l'eau devient mondial, il doit être résolu au niveau mondial. Il y a des mesures d'adaptation à faire au niveau des pays, au niveau des régions, au niveau même local, mais la question reste fondamentalement globale. Et d'autres territoires seront de plus en plus inondés, j'imagine. Exact, exact. Quand je dis c'est la répartition de l'eau sur la Terre qui a changé, s'il y a des endroits qui deviennent plus secs, donc il y a des endroits qui auront plus de pluie, parce que le cycle de l'eau, il est constant et il est équilibré. Donc ce qui ne tombe pas dans un endroit, il va tomber dans un autre. Sachant que même dans les pays où il y aurait des fortes sécheresses, ces pays peuvent connaître des épisodes pluvieux pendant ces périodes de sécheresse. Ce qui s'est passé en Tunisie en 2017, à Gabès, il y a eu des inondations, il y a eu même des morts, et c'était une année sèche. 2018, à Nabeul, il y a eu des fortes inondations, et c'était en septembre, et l'année a démarré parce que c'était 3 années successives sèches. Donc, des fortes sécheresses ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des inondations ponctuelles, c'est des épisodes éclairs de pluie très fortes qui tomberaient généralement, qui peuvent tomber dans des endroits où le pays ne dispose pas d'infrastructures pour retenir cette eau, même partiellement, et où il n'y a pas des réseaux de transfert pour transférer ou valoriser une partie de cette eau. Malheureusement, c'est de l'eau qui va arracher le sol parce que le sol serait sec, donc le sol ne va pas profiter de cette pluie, ne va pas absorber. Donc l'eau, elle va tomber avec une force importante, elle va gratter le sol, donc elle va éroder le sol. Elle peut créer même des éboulements de terrain, non pas de l'érosion, mais des éboulements de terrain. Donc ça va abîmer la capacité ou réduire la capacité de stockage de certains barrages ou de certaines retenues, etc., par ces sédiments qui arrivent. Et ça va en grande partie aboutir à l'océan. C'est pas plus mal parce que l'océan ou les mers ont besoin d'eau douce également pour la biodiversité marine. On parle généralement beaucoup des barrages en Tunisie, mais moi par exemple, j'ai entendu beaucoup le niveau de remplissage des barrages baisse à la même période de l'année en fonction des années. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment les barrages, combien il y en a, quelle est leur utilisation principale, où ils sont sur le territoire, quel est leur état aussi? Alors, depuis l'indépendance, la Tunisie s'est focalisée sur la mobilisation de l'eau. Vous savez que pendant l'époque coloniale, je crois qu'on n'avait que 2 barrages, Bnimtir et Kasseb, je crois, seulement 2 grands barrages.
qui existait. Et la Tunisie démarrait son développement, donc la majorité de la population est rurale, donc des agriculteurs. Donc on s'est focalisé sur la mobilisation de l'eau à travers la construction de barrages. Où est-ce qu'il pleut le plus en Tunisie? C'est le nord du pays. C'est le gouvernorat de Beja, de Gindoub, de Bizerte, etc. Un peu dans le centre, donc Kérouan, etc. Donc le pays s'est focalisé beaucoup sur la construction de barrages, sachant qu'il existait bien sûr des forages pour l'exploitation de l'eau souterraine, des nappes souterraines. Donc au début, on a construit des barrages, on a beaucoup investi pour la construction de barrages, de telle façon que maintenant on a à peu près 33 grands barrages. On a plus de 200 barrages collinaires. Ce sont des barrages qui sont construits entre deux collines, c'est-à-dire il n'y a pas forcément une rivière qui est passée, et il y a plus de 900 lacs collinaires. Alors, quand on fait la planification de l'eau pour les besoins des secteurs socio-économiques, on se focalise beaucoup plus sur l'eau que retiennent les barrages parce qu'on pensait à l'époque que l'eau qui est retenue dans les barrages, c'est l'eau pérenne, c'est l'eau renouvelable. Chaque année, vous allez avoir ces mêmes quantités d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un barrage, je dis de 200 millions de mètres cubes en moyenne de capacité, ça veut dire que vous allez tabler sur 190, 210, 220, 150 millions de mètres cubes qui viendraient chaque année. Donc cette eau dans les grands barrages, elle sert à satisfaire les besoins de l'agriculture, parce que quand on a construit les barrages, on a créé des périmètres publics irrigués. L'État tunisien a créé des périmètres publics irrigués à Gindoub, à Beja, dans beaucoup d'endroits, à Sousse, etc., Bizerte, il y a Sfax, il y a à Kérouan, il y a dans plusieurs zones. Donc l'eau servait en premier lieu à irriguer, à créer des périmètres publics irrigués, sachant que bien sûr le Nord il est plus spécialiste de la culture des céréales en pluvial. Mais l'eau après, bien sûr la population s'est agrandie, donc il fallait, on a créé la SONED, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en 68, et on lui a donné la fonction de servir ou d'équiper tout le territoire par une infrastructure d'alimentation en eau potable. Donc il fallait prendre de l'eau quelque part, donc l'eau on la prenait dans les barrages. Donc les barrages servaient à l'alimentation en eau potable et à l'irrigation, les grands barrages. Bien sûr, c'est la SONED qui produit de l'eau pour les besoins du secteur touristique ou le secteur industriel. Donc actuellement, je dis actuellement depuis quelques années, avant les sécheresses, l'agriculture irriguée, elle reçoit à peu près entre 200 et 300 millions de mètres cubes d'eau des barrages. La SONED prend à peu près 350 millions de mètres cubes d'eau des barrages. C'est à peu près 1 million de mètres cubes par jour. C'est facile. Le reste, elle le prend dans les nappes souterraines. À peu près 55% de l'eau de surface et 45% de l'eau souterraine. Pourquoi? Parce que l'alimentation en eau potable du Grand Tunis, par exemple, et ça va jusqu'au Sahel, Sfax, Sousse, Mahdia, ils recevaient l'eau des eaux du Nord. Donc c'est l'eau de surface. C'est pour cela, quand il manque d'eau dans les barrages, c'est une catastrophe pour le Grand Tunis et pour le Sahel, parce qu'ils sont essentiellement alimentés par l'eau de surface qui proviendrait des barrages, les grands barrages comme le barrage Sidi Selem, le barrage de Sidi El Barrar qui existe à l'extrême nord, etc., de Sejnen, Joumine, etc., qui sont à Bizerte. Donc l'eau de surface maintenant, qui est contenue dans les grands barrages, elle sert à fournir 55% des besoins en eau potable sur tout le territoire tunisien. Ça alimente à peu près 14 gouvernorats, et pour l'irrigation. Des périmètres publics irrigués, parce que la Tunisie a deux types de périmètres irrigués. Les périmètres publics irrigués, c'est elle qui a créé, ce sont des terres privées, mais c'est l'État qui les a aménagées en tant que périmètre public irrigué, et ça sort, le périmètre quand il est créé, il sort sur le journal officiel, il est publié sur le journal officiel, etc. Et on a des périmètres privés irrigués.
C'est monsieur X qui a 50 hectares ou 1000 hectares qui demande à l'État de creuser un forage. L'État lui autorise la création de forages et donc il irrigue à partir des forages. Donc tous les périmètres privés irrigués sont irrigués à partir des eaux souterraines. Donc en cas de sécheresse, ces périmètres ne sont pas affectés rapidement puisqu'ils utilisent les eaux souterraines. Et quand l'État tunisien n'a pas assez d'eau vu la sécheresse, c'est le secteur de l'eau potable qui est prioritaire. Donc l'eau qui est derrière les barrages, normalement les barrages devraient retenir quelque chose comme 1,8 milliard de mètres cubes. Maintenant, je crois qu'on a dans les eaux 800. C'est un taux de remplissage relativement faible pour les besoins, sachant que c'est récurrent, on est en 5e année de sécheresse. On essaye de planifier avec ces ressources de telle façon que la SONED ait ce 1 million de mètres cubes, même si, par jour, même si on lui donne moins en ce moment, afin de pouvoir couvrir toute la période estivale. Nous sommes au mois de mai, juin, juillet, août et septembre, à peu près 4 mois où l'État tunisien doit absolument faire face à l'eau potable, aux besoins de l'eau potable essentiellement, sachant que l'agriculture, elle est fortement pénalisée par le manque d'eau de surface, ce qui fait que la majorité des agriculteurs vont se rabattre sur l'eau souterraine, ce qui va occasionner la surexploitation. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez posé la question sur les barrages. Parce que le barrage, on le voit. Quand l'État tunisien dit « j'ai pas assez d'eau », les gens voient à la télé, où les gens se déplacent, et ils voient que le barrage, il y a des barrages qui sont à sec. Donc ils voient qu'il n'y a pas d'eau, donc ils comprennent. Mais le problème, c'est qu'on oublie que 80% des besoins en eau de l'agriculture irriguée proviennent de l'eau souterraine, que nous ne voyons pas et malheureusement à laquelle on n'accorde pas assez d'importance en termes de gestion, de protection, etc. Si vous regardez ce que la Tunisie, enfin la consommation d'eau pour tous les secteurs sur les 3 dernières années, vous allez voir qu'elle a augmenté, alors qu'on était en situation de sécheresse. Alors que ça fait 1 année, on a des restrictions sur l'utilisation de l'eau. La consommation d'eau n'a pas baissé, parce qu'on a eu recours à l'eau souterraine. Et c'est là la gravité du problème, parce que l'eau souterraine, c'est une ressource stratégique. C'est de l'eau qui est de 2 types. Eau renouvelable, c'est les premiers mètres, disons, de sol qui retiennent l'eau quand il pleut. Quand il ne pleut pas, vous n'avez pas de renouvellement de cette nappe phréatique. Et donc, vous allez utiliser l'eau beaucoup plus ancienne, qui a des centaines d'années, des millions, voire des milliards d'années, qui est très profonde et qui peut être chaude, parce que plus vous descendez en profondeur, plus l'eau devient chaude, et plus l'eau serait chargée en métaux, etc. Donc, l'utilisation de cette eau nécessite plus d'investissement pour son refroidissement, pour son traitement, etc. Donc, c'est là où le problème est important. Donc, pour les barrages collinaires dont je parlais tout à l'heure, ils sont utilisés surtout pour l'alimentation du cheptel et pour l'irrigation d'appoint de certaines terres agricoles ou de création de quelques petits périmètres irrigués de 20 hectares, 50 hectares, etc. Et les lacs collinaires sont utilisés surtout pour l'alimentation du cheptel et pour aider les petits agriculteurs à avoir un peu d'eau pour les zones rurales très éloignées où il n'y a pas d'autres ressources, où ces agriculteurs ne peuvent pas creuser de forage par manque de moyens ou par manque de disponibilité de ressources. Et on entend souvent parler du dessalement de l'eau. Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Tunisie, même si tous les barrages sont pleins, même si toutes les nappes sont pleines, la quantité d'eau disponible par habitant, elle est inférieure à 500 mètres cubes par habitant par an, qui est le seuil de pénurie d'eau absolue. Donc nous sommes en situation de pénurie d'eau absolue, même si toute notre infrastructure est en bonne santé, on n'a pas de perte dans les réseaux, on n'a rien. La quantité d'eau est insuffisante pour faire le développement. Pourquoi elle est insuffisante? Vous allez me dire, mais on vit en Tunisie, on mange, on boit, on a de l'eau. C'est vrai, il y a des coupures d'eau, mais on a de l'eau comparé à d'autres pays. Parce qu'en fait,
cette eau qu'on mobilise ne représente même pas 10% de l'eau dont on a besoin pour vivre. 90% c'est de l'eau verte que retient le sol, qui ne figure pas. Et un tiers de notre empreinte eau, elle est importée à travers l'importation de nos denrées alimentaires. Donc c'est pour cela qu'on continue à vivre, parce qu'on a un déficit, mais il est comblé par l'importation de certains aliments qu'on n'arrive pas à produire en Tunisie. Donc, je reviens, la quantité d'eau disponible en Tunisie, elle est faible. Pour certaines zones, en Tunisie, je prends l'exemple de Djerba, l'île de Djerba par exemple. L'île de Djerba recevait l'eau du continent, de la Djeffara, de la nappe, au niveau du gouvernorat de Medni. Donc, on ne peut pas continuer avec ça. Vous savez que Djerba, c'est une île touristique, donc la consommation d'eau, elle est très importante par rapport à celle de la population. Donc, l'idée était d'aller construire une station de dessalement d'eau de mer. Donc, la première station de dessalement d'eau de mer, elle a été mise en service à Djerba en mai 2018 pour produire 50 000 mètres cubes par jour. Cette station, elle serait extensible à 100 000 mètres cubes par jour. Donc 50 000 mètres cubes par jour, ça donne à peu près 12 millions de mètres cubes par an pour le besoin du secteur de l'île, seulement pour l'île. 3 autres stations de dessalement sont en cours de construction. La première à Zarat, qui va être mise en service très prochainement. Elle est à Gabès, donc dans la région de Zarat. Sfax aussi, Sousse en cours. Pourquoi? C'est la côte. Je vous ai dit que Sousse, Mahdia, Monastir, Sfax sont alimentés en eau potable à partir des eaux du nord. Comme il y a moins des eaux du nord, il fallait passer à une autre ressource, surtout que ces villes côtières n'ont même pas de ressources en eau souterraine. Donc, dans certaines zones du pays, le recours au dessalement de l'eau de mer n'est pas un luxe, c'est presque une obligation. Mais, on ne peut pas produire de l'eau dessalée et l'injecter dans un réseau vétuste avec des pertes qui vont à 30%. C'est là où le problème se pose. Si vous avez une infrastructure vétuste, si vous allez vers une ressource en eau qui coûte trop cher, 3 dinars ou même 3 dinars 5 le mètre cube, dessalée au niveau de la station. Parce qu'après, il faut la mélanger l'eau pour équilibrer son pH, ses sels minéraux, etc. La stocker et puis la distribuer. Donc, à 3 dinars, il faut rajouter peut-être 1 dinar ou 1 dinar 5. Donc, il est inconcevable pour un pays qui n'a pas de ressources ou qui a très peu de ressources, injecte de l'eau dessalée qui coûte excessivement cher dans un réseau vétuste avec des pertes qui peuvent dépasser les 30% ou même 50% dans certaines régions desservies par la Sonnette. Donc le recours au dessalement de l'eau de mer n'est pas un luxe, ce n'est pas un choix, c'est presque une obligation pour certaines villes ou cités, grandes cités, qui n'ont pas de ressources en eau de surface, qui n'ont pas de ressources en eau souterraine ou qui ont des ressources en eau souterraine salées ou insuffisantes pour subvenir aux besoins de l'eau potable pour ces villes. C'est le cas de Sousse, c'est le cas de Mahdia, de Monastir, de Sfax, de Gabès et des îles comme Kerkena. Kerkena est alimentée à partir d'une station de dessalement d'eau saumâtre. On souhaite installer aussi une station de dessalement d'eau de mer. Il paraît que l'écosystème marin est très fragile dans la zone de Kerkena, donc ils sont en train de regarder comment ils peuvent faire pour subvenir aux besoins de l'île. Djerba, c'est réglé, mais bon, c'est réglé partiellement parce que les gens de Djerba disent qu'ils ne boivent pas cette eau, malheureusement, parce que le goût n'est pas bon d'après eux. Donc, ils l'utilisent que pour le lavage ou la cuisson, pour faire à manger, etc. Mais ils n'utilisent pas. L'eau, elle est potable, mais ils ne la boivent pas. Ils achètent l'eau minérale ou ils récupèrent l'eau de pluie à travers les citernes, les mèges. Vous savez, toute l'île de Djerba, pratiquement toutes les maisons ont des citernes d'eau pluviale. Donc beaucoup, ils boivent l'eau pluviale qui stocke quand il y a bien sûr quelques pluies. Sinon, tout le monde achète de l'eau minérale. Les gens, ils disent qu'ils sont incapables de boire cette eau. Parce que aussi, cette eau, elle est de salinité comprise entre 1 et 1,5 grammes par litre. Relativement salée par rapport aux eaux de surface qui alimentent les autres villes tunisiennes. Donc, ça reste dans le nord.
de potabilité, bien sûr, mais les gens de Djerba ne boivent pas cette eau, malheureusement. D'où on se demande si on va continuer à produire de l'eau dessalée pour les autres besoins qui ne nécessitent pas de l'eau potable, en fait. Et dans le reste de la Tunisie, vous diriez que l'eau du robinet est potable? Oui, elle est potable. Elle est potable. Selon les statistiques de la SONED, les analyses faites par la SONED ou même par le ministère de la Santé, l'eau, elle est potable. Le problème, c'est le goût. Le goût de l'eau, la salinité de l'eau. Certains ne tolèrent pas au-delà d'1 gramme. Bon, le mieux, c'est d'avoir une eau à 0,5, 0,6 grammes par litre, mais ce n'est pas possible. La quantité d'eau, elle est faible, donc on la mélange, la bonne quantité d'eau, on la mélange avec une eau de moins bonne qualité en termes de salinité pour produire plus d'eau. Sinon, l'eau salée, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser même pour l'agriculture. Donc, c'est un problème de goût. Et certains disent que l'eau, surtout quand il y a des coupures d'eau, l'eau arrive chargée, donc il faut laisser couler l'eau longtemps du robinet pour que l'eau devienne limpide. C'est dû au dépôt dans les conduites qui sont vétustes, donc c'est d'où le problème de l'infrastructure de l'eau qu'il va falloir renouveler, moderniser, etc. Et bien sûr, les habitudes des gens aussi, hein. Il y a comme une forme de lobbying, d'acheter l'eau minérale, c'est meilleur pour la santé pour certains, et donc voilà. Et l'eau minérale qu'on achète en Tunisie, c'est quand même de l'eau tunisienne? Oui, c'est de l'eau tunisienne qui est captée, c'est de l'eau souterraine, des nappes, donc ce sont des privés qui ont des concessions, ce qu'on appelle des contrats d'exploitation de la nappe, parce qu'ils ont créé un forage. Et certaines, on a 3 types d'eau, on a l'eau minérale, l'eau de source et l'eau de table. L'eau minérale et l'eau de source, c'est une eau qui sort de la source, c'est quand vous creusez un forage et que l'eau sort directement. Ça veut dire que l'eau, elle est en charge sous le sol, donc vous n'avez pas besoin, disons, de pompe pour l'extraire, elle sort toute seule, donc c'est une source qui coule tout le temps. Et donc, il s'agit de remplir simplement les bouteilles en eau de source. L'eau minérale, c'est une eau qui est captée à travers des pompes. C'est de l'eau aussi qui a une certaine composition minérale, donc on ne fait aucun traitement à cette eau, elle est tout simplement captée et stockée dans les bouteilles. L'eau de table, c'est une eau souterraine qui est légèrement traitée. Okay. Selon les normes, bien sûr, puisque l'eau minérale ou la mise en bouteille de l'eau, elle fait partie pour tout ce qui est autorisation de forage, exploitation, le ministère de l'Agriculture, mais l'exploitation sous forme d'eau minérale et d'eau en bouteille en général, c'est l'Office de thermalisme et de l'hydrothérapie qui fait partie du ministère de la Santé. D'où je dirais le déchirement du tissu institutionnel du secteur de l'eau en Tunisie. C'est plusieurs ministères qui interviennent, la santé, l'agriculture, l'environnement pour tout ce qui est assainissement et épuration des eaux, pour la réutilisation des eaux usées traitées, etc. Le ministère de l'Intérieur aussi, pour tout ce qui est inondation, gestion des inondations, des sécheresses, etc. Donc d'où je dirais le manque de coordination ou la difficulté de coordination entre les différents ministères, les différentes institutions, des fois du même ministère. Et donc ça, la difficulté de communication entre les différents ministères, c'est un problème. Et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter à ce genre de problème, et en général au manque d'eau en Tunisie, aussi avec le temps et le changement climatique qui va faire qu'il y aura de moins en moins de pluie? Alors, beaucoup, dans moi, bien sûr, on pense qu'il serait important de faire sortir tout le secteur de l'eau du ministère de l'Agriculture. Vous savez que le Code de l'eau précise que le ministère en charge de l'eau, c'est le ministère de l'Agriculture. D'accord ? Mais le ministère de l'Agriculture a des différentes casquettes. Le ministère de l'Agriculture, c'est 144 directions générales. C'est un monde à part. Le ministère de l'Agriculture est en charge de produire l'eau, de la protéger, de l'exploiter, de la planifier, de la distribuer. Il ne peut pas tout faire. Donc, un ministère qui est chargé de produire
en termes de production agricole, il ne peut pas protéger la ressource. Les plus grandes zones où il y a de la surexploitation de la nappe, c'est pour produire certaines cultures comme les pommes, comme les tomates, comme les dattes, etc. Donc, si je vous dis que 80% des dattes exportées en Tunisie sont produites à Kibili, où il y a 10 000 ou 12 000 forages illicites, donc vous comprenez que le ministère de l'Agriculture ne peut pas protéger la ressource, produire pour exporter. Donc l'eau, sous toutes ses formes, eau potable, eau d'irrigation, eau dessalée, eau usée traitée, doit sortir d'un ministère sectoriel. Il doit être mis à part parce que d'abord l'eau, c'est quelque chose de stratégique. L'eau, c'est relatif aussi au pouvoir, parce que celui qui a un forage maintenant, il est plus riche que celui qui a un puits de pétrole. Donc l'eau ne doit pas être chez les gens, chez n'importe qui. Elle doit être traitée par une haute autorité. L'eau doit être mise ou bien sous le ministère de l'Intérieur, ou la gouvernance, ou la présidence de la République, ou la présidence du gouvernement. Et toute l'eau, quand j'ai dit toute l'eau, même en termes d'eau virtuelle, ce n'est pas le ministère de Commerce qui importe ce qu'il veut, ou qui exporte ce qu'il veut. C'est par rapport à une situation hydrique bien déterminée, c'est des choix stratégiques qui doivent être faits, ils doivent être faits par cette institution, ou ce ministère, ou ce grand cabinet qui va gérer toute l'eau. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu plus de l'eau virtuelle? Parce qu'on a vu que le ministère de l'Agriculture avait dit qu'en 2021, par exemple, il y a 3 fois la capacité du barrage de Sidi Salem qui est parti en eau virtuelle. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer un peu plus ce terme pour que tout le monde comprenne bien? Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau virtuelle? Une eau virtuelle, c'est une eau qu'on ne voit pas. Pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'elle est contenue dans le produit lui-même. Quand on importe du blé, on importe de l'eau. C'est de l'eau virtuelle. Vous ne la voyez pas. Vous achetez des grains de blé, mais en fait, quand on dit c'est de l'eau virtuelle, parce que c'est une eau importée ou exportée à travers l'importation ou l'exportation des produits. C'est de l'eau qui est quand on exporte par exemple des dattes, on exporte de l'eau bleue, parce que les dattes sont irriguées par les eaux souterraines non renouvelables, de l'eau qu'on appelle fossile. Quand on exporte des tomates, c'est de l'eau bleue qui provient des barrages. Entre autres, le barrage Sidi Salem, puisqu'on exporte des tomates. On exporte des tomates en conserve. Donc, c'est de l'eau qui a été de l'eau qui a irrigué les tomates, qui est transformée en tomates concentrées. Pour la transformer, il faut de l'eau, puis elle est exportée sous forme de produit. Donc, l'eau virtuelle, c'est l'eau qui est transportée, mais qui est virtuelle, qu'on ne voit pas à travers et échangée à travers les produits que les pays échangent. Okay. Donc, c'est pour cela que pour bien gérer les ressources en eau d'un pays en général et pour assurer la sécurité alimentaire, il faut réfléchir en termes d'empreinte eau. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte eau? L'empreinte eau contient l'eau bleue que nous exploitons à partir des forages ou de la nappe. Il y a l'eau verte que retient le sol pour produire les cultures pluviales et il y a l'eau virtuelle qui est importée à travers l'importation de certaines denrées alimentaires. Donc chaque pays dans le monde a une empreinte eau et il a une partie faible, moyenne ou importante de son empreinte eau qui est importée. Je vous ai dit tout à l'heure que Malte importe 91% de son empreinte eau. La France, qui n'est pas sous stress hydrique, importe 47% de son empreinte eau. La Tunisie, qui est sous stress hydrique, importe 32 ou 33% de son empreinte eau. Comparé à la France, c'est mieux. Donc c'est pour vous dire que l'empreinte eau et l'eau virtuelle, ce sont les deux concepts sur lesquels il faudra dans le futur se positionner pour faire une meilleure planification. Qu'est-ce qu'on doit planter? Où les planter? Avec quelle eau irriguer? Qu'est-ce qu'on doit exporter? Parce qu'on doit exporter aussi, on a besoin des devises pour acheter les médicaments, pour acheter les équipements, etc. Donc, mais est-ce qu'on favorise l'exportation sur les besoins en eau de la population ou on donne toute l'eau
des barrages pour l'irrigation et on va basculer toute la consommation d'eau potable sur le dessalement, et comme ça on va libérer les 350 millions de mètres cubes que prend la Sonnette maintenant pour l'irrigation, sinon il y aura plus de petits agriculteurs, on ne peut pas faire un forage à chacun des agriculteurs, il n'y a pas d'eau souterraine pour tout le monde. Donc tout cela, vous ne pouvez y réfléchir que quand vous mettez toute la photo devant vous. Tous les besoins en eau pour faire fonctionner cette machine qui est la Tunisie avec tous ses secteurs, sans oublier un élément important qui est oublié par la majorité des pays, c'est l'eau douce pour les écosystèmes, pour la nature. C'est très important, l'homme n'aura pas d'eau tant qu'il n'a pas laissé l'eau nécessaire à la nature pour se régénérer. La biodiversité, les écosystèmes sont dans un état piteux en Tunisie par cette mobilisation très forte de l'eau de surface. L'eau de surface qu'on mobilise derrière les barrages, elle assèche toute la zone en aval. Les nappes sont surexploitées parce qu'elles ne se génèrent plus. Il n'y a plus d'eau qui arrivait avant, qui alimentait les zones aval et où l'eau s'infiltre et recharge les nappes. Les zones humides, certaines zones humides ont disparu. Le lac, le Sabret Sijoumi, elle a rétréci. Sabret Kelbi à Sousse, entre Sousse et Kerouan, elle est sèche, etc. Donc c'est un assèchement des aquifères et pour lequel on ne peut plus rien faire. Et le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'eau, on ne peut pas. C'est rare qu'un pays va prélever l'eau souterraine pour la donner à un lac. Par contre, le lac est alimenté quand il y a de la pluie. Quand il pleut, l'eau va couler sur le sol et il va alimenter. Si vous mettez un barrage, vous barrez le chemin à l'eau et donc vous privez cet écosystème de l'eau douce dont il a besoin. Pire encore, quand il y a l'eau qui arrive en mer, c'est de l'eau qui est nécessaire à la biodiversité, à l'écosystème marin. Parce que cette eau qui permet de boucler le cycle de l'eau, parce que vous savez que le cycle de l'eau de la Terre, il est fait de façon fantastique. L'eau qui s'évapore des mers, et il y a l'eau qui s'évapore des continents, donc du sol et de la végétation. Mais la quantité d'eau qui retombe sur les océans, les mers, elle est plus faible de 40 000 milliards de mètres cubes d'eau, alors que la Terre, dont il s'évapore 70 000 milliards de mètres cubes, elle reçoit 140, 110 000 milliards de mètres cubes d'eau. La différence, ces 40 000, elle retourne vers les océans, de la Terre vers les... Pourquoi ? Celui qui a créé ce monde, il aurait pu, la quantité qui s'évapore des mers retombe sur les mers, et celle qui s'évapore des sols retombe sur les sols, et point barre. Pourquoi il y a une quantité d'eau qui doit revenir aux océans à partir de la Terre? Parce que l'eau, quand elle coule sur les terres, elle va transporter avec elle des sels minéraux. Ces sels minéraux sont dont les phytoplanctons ont besoin. Le phytoplancton, ce sont les petits végétaux minuscules, unicellulaires qui existent sur les premiers millimètres des océans et des mers. Ces phytoplanctons, qui sont de la famille des planctons, il y a les zooplanctons, donc c'est c'est animal, et les phytoplanctons, c'est végétal. Ces phytoplanctons, ils produisent à peu près les 2/3 de l'oxygène que nous respirons sur la Terre. Ils absorbent 25% du CO2 pour leur photosynthèse. Donc, s'ils ne reçoivent pas ces sels minéraux de la Terre, tout simplement, il va y avoir un autre phénomène dans les océans et les mers pour que les sels minéraux remontent en surface. C'est le phénomène qu'on appelle en anglais le upwelling ou la remontée d'eau. C'est les courants d'eau qui vont pousser la matière minérale qui provient bien sûr de la mort des animaux marins, à coquilles, etc. Donc il va y avoir un mouvement des courants d'eau énormes et ils vont faire sortir, c'est pour ça qu'on parle de tsunami, etc. Ils sont quelque part, je dirais, naturels parce que ces petites bestioles ou ces petits micro-organismes ont besoin de l'alimentation comme nous et donc il y a d'autres phénomènes naturels qui se font pour ces micro-organismes. Donc, c'est pour dire que quand on barre l'eau dans une rivière, c'est tout un équilibre
qui est tout, c'est un déséquilibre plutôt monumental qui s'est créé dans notre planète. On ne se rend pas compte, on le comprend maintenant avec l'évolution de la science, de la connaissance. Vous voyez, par exemple, le dernier rapport du WWF, ils ont le rapport qui est intitulé Le coût de l'eau à bon marché, pour montrer que l'eau, elle n'est pas chère, on la vend pas cher, mais que sa valeur environnementale, elle est de 6/7, c'est-à-dire si vous regardez la valeur économique de l'eau sur la planète, donc sur notre Terre, le 1/7, c'est pour l'eau potable et pour la production de certaines activités, disons, industrielles. Mais le 6/7, c'est l'eau pour les écosystèmes, c'est l'eau pour la nature, c'est pour l'équilibre de la biodiversité. Donc vous imaginez quand vous n'avez pas assez d'eau, le déséquilibre qu'il y a. Les gouvernements ne se rendent pas compte des pertes économiques qu'ils doivent affronter quand il y a des fortes perturbations de ce cycle ou de l'équilibre de la nature en favorisant l'homme par rapport à la biodiversité, etc. On oublie que, par exemple, qu'un sol asséché, c'est des milliards de micro-organismes qui vont disparaître du sol. Parce que le sol, c'est un milieu vivant. Une cuillère, la FAO dit qu'une cuillère à soupe de sol contient plus de 7 milliards d'individus, plus que le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la Terre. C'est des micro-organismes qui sont là pour aérer le sol, pour dégrader le fer, pour dégrader ceci, c'est fantastique, pour permettre l'infiltration de l'eau dans le sol. Et s'il n'y a pas tout ça, c'est la production qui manque, donc c'est les rendements des cultures qui baissent ou qui disparaissent totalement, c'est certaines biodiversités qui disparaissent, certains végétaux qui disparaissent, etc. Et vous ne pouvez pas les remplacer, on n'a pas tous les mécanismes et toute la science ou les connaissances pour produire ce dont on a besoin par d'autres systèmes que ce que produit la nature. Maintenant, on parle de la viande cellulaire ou je ne sais pas quoi, de la viande qu'on va produire alors que c'est le mouton qui nous donne la viande. Le mouton, il doit manger de l'herbe, il doit boire. Une vache, elle boit, elle nous donne du lait, elle nous donne le veau, donc elle nous donne la viande. Et elle boit entre 80 et 100 litres d'eau par jour. Donc il faut qu'elle les boive, et il faut qu'elle boive de l'eau douce comme nous, de l'eau de bonne qualité. Parce qu'après on mange. Mais bien sûr, parce que si la biodiversité buvait de l'eau de moins bonne qualité, ça va, mais non, la biodiversité a besoin de l'eau douce. C'est pour cela que certains me disent, Madame Gaffrey, vous parlez beaucoup du cycle global de l'eau de la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez du petit cycle de l'eau? C'est-à-dire l'eau qui tombe, on la récupère, on l'utilise, on la récupère, on fait le traitement des eaux usées. J'ai dit, mais non. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans la nature parce que la biodiversité a besoin d'eau douce comme nous. Si on lui donne de l'eau sale, même traitée au degré secondaire, nous allons tuer certains types de biodiversité. Il ne faut pas jeter. C'est comme si dans votre assiette, on vous met une partie d'aliments de bonne qualité et moins bon, vous allez le laisser. Vous n'allez pas le manger, si vous savez. La biodiversité ne sait pas. Donc, si elle reçoit de l'eau qui n'est pas de l'eau douce, elle va mourir, tout simplement. Elle ne sait pas. Il y a des micro-organismes qui se transforment, qui s'adaptent, qui peuvent créer disons, de nouvelles maladies, etc. Donc, tout ça, on ne le sait pas. Donc, moi, j'ai toujours dit, faites attention. L'eau sale ne devra pas être jetée dans la nature. Il faut traiter. Les Américains, c'est pas des gens riches. Les États-Unis, c'est un pays le plus endetté. Et avec ça, ils traitent l'eau au degré de potabilité, les eaux usées traitées. Ils traitent l'eau au degré de potabilité. Ils injectent l'eau dans la nappe pour se la stocker dans la nappe. Ils la reprennent après pour les besoins. Donc l'eau, son traitement, son injection dans les nappes, son extraction après leur coûte peut-être 5 $ ou 6 $. Mais ils le font parce qu'il n'y a pas d'autre. Parce que la nature ne supporte pas l'eau de mauvaise qualité, ne supporte pas l'eau sale. Quand on jette des ordures, des déchets solides, quand il va pleuvoir, tout ce qui est métaux, tout ce qui est saleté va être traîné par l'eau et va alimenter les rivières, va tuer des micro-organismes, de la végétation, etc.
On ne se rend pas compte. La question, elle est gigantesque. On ne traite pas l'eau, c'est pour nous. Parce que la nature ne supporte pas la pollution. La nature, elle se défend. Elle crée de nouveaux micro-organismes. La végétation, elle se courbe pour chercher l'ombre, pour chercher l'eau ailleurs. Les racines de l'arbre évoluent dans un sens ou dans un autre. Il y a de nouveaux insectes qui arrivent ou qui deviennent plus robustes à telle ou telle chose. Donc tout ça, on ne le maîtrise pas parce que la nature se défend. Il y a un équilibre à respecter. Mais bien sûr. Donc le rejet des eaux usées dans la nature, ça ne devrait pas exister nulle part dans le monde. On doit traiter. Vous avez consommé de l'eau de bonne qualité, vous avez rejeté de l'eau, cette eau, il faut la traiter, la rendre à l'environnement presque au même degré que qu'on l'a prise. Sinon, c'est l'homme qui va souffrir. Il va souffrir de la famine, des maladies, etc., etc. Il y a des gens qui meurent à petit feu, hein, on ne se rend pas compte, ils ont des maladies thoraciques par l'humidité à cause des barrages, parce que dans les zones où il y a des barrages, vous avez une plus grande évaporation, donc une plus grande humidité. Il y a des maisons qui sont fissurées dans le nord du pays à cause de l'humidité. Et de la moisissure. Et de la moisissure, etc. Il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires. Les gens qui vivent à Gabès, où il y a des industries polluantes, ils souffrent, ils ont le cancer, ils ont Donc c'est l'homme qui souffre de cette pollution. Et la nature, elle est créée pour servir l'homme, mais dans le respect. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. C'est pour cela qu'on ne devrait pas dépasser une certaine empreinte écologique, on ne devrait pas dépasser une certaine empreinte en eau. On ne peut pas prendre toute l'eau pour nous et laisser la nature sans eau. Ça, pour moi, c'est quelque chose, une ligne rouge que les gouvernements doivent comprendre. On ne donne pas l'eau pour la nature comme ça. Et pire encore, dans nos pays, nous on est musulmans, majoritairement musulmans, nous avons un support fantastique qui est le Coran. Et on a l'histoire du prophète Salah, son peuple ne croyait pas en Dieu, ils ont demandé une preuve et Dieu leur a envoyé la chamelle. Pourquoi Dieu aurait envoyé une chamelle? Un peuple qui est mécréant, on demande une preuve et Dieu leur envoie la preuve, c'est la chamelle et comment dire, et sa boisson et son eau. La preuve, c'est la chamelle et ce qu'elle doit boire en eau. Pourquoi? La chamelle, c'est l'animal qui est le plus patient en termes d'eau. Il peut rester un mois et demi dans le désert sans boire de l'eau. Il stocke énormément de litres d'eau. Et pourquoi il leur a envoyé une chamelle? Pour leur montrer tout ça. Et en plus, il leur a dit, elle boit un jour et vous buvez un jour, le peuple de Thamoud. Et quand c'est votre jour, il y a de l'eau. Et quand c'est pas votre jour, il n'y a pas d'eau. C'est comme si la source, elle est fermée par une vanne. Maintenant, on a des vannes. Et le ministère de l'Agriculture est incapable de mettre des vannes et des compteurs chez les privés. C'est normal. Donc il leur a dit, vous buvez un jour et elle boit un jour. Et ne le touchez pas, laissez-la vivre en paix. Et si vous la touchez, Dieu va vous punir. Et après, il les a punis parce qu'ils ont tué la chamelle. Pour moi, toute la biodiversité sur Terre, elle est symbolisée dans la chamelle. Parce que là, le jour où ils ne buvaient pas, la chamelle leur donnait du lait. Dieu, pour leur montrer que cette bête, elle est là pour vous servir. Elle doit avoir de l'eau, comme vous. Mais pour vous servir, elle va vous donner quelque chose que vous pouvez trouver nulle part. Le lait de la vache, on le trouve que chez la vache. Le lait de la chèvre, c'est que la chèvre qui le donne, etc. On peut produire du lait synthétique, etc. Mais c'est pas le bon produit pour la santé humaine. Donc, on a dans notre héritage culturel, dans notre religion, des choses qui nous disent que la biodiversité, c'est quelque chose d'important. Et dans l'une des sourates, qui est le sourate Al-Qamar, la lune, Dieu disait aux prophètes, informez-les, dites-leur, donnez-leur une information capitale. Parce qu'en arabe, on dit un-naba. Naba, c'est une information capitale. Informez-les ou prévenez-les que l'eau est partagée entre eux. Eux, c'est-à-dire la population et les animaux. Les animaux ont besoin d'eau douce.
Vous savez, le mouton, quand il va pour boire, il sent l'eau avec son nez d'abord. Et s'il ne boit pas, retenez que l'eau, elle est au-delà de 4 grammes par litre. Il ne peut pas la boire, il s'en va. Donc, si on comprend ça, l'homme vraiment devient un humain. Parce que l'humanité, ce n'est pas faire du bien vis-à-vis de son prochain, c'est tout. Vis-à-vis de toute la nature. Parce que ce sont des êtres vivants. L'humanité, c'est protéger tous les vivants sur la Terre. Parce que ces vivants sont là parce qu'ils ont une raison d'être. D'ailleurs, l'économie mondiale, l'économie environnementale, elle vous dit que certaines plantes ou certains insectes ont une valeur. Leur valeur, ils appellent ça la valeur d'existence. Ils vous disent, on ne sait pas, on ne peut pas dire c'est 100 milliards ou 20 milliards ou 20 millions, mais du moment qu'il existe, il a une valeur. S'il est là, c'est parce qu'il est là pour quelque chose. On ne sait pas monnayer cette fonction qu'il a, mais il lui attribue ce qu'on appelle la valeur d'existence. Ça veut dire que toute la biodiversité qui existe, elle a une fonction. Cette petite mouche, ce petit lézard, cette coccinelle, elle est là parce qu'elle a un travail à faire. Le chien, il a un travail, le chat, etc. Bien sûr, s'il y a des animaux malades, s'il y a des risques de contamination, bien sûr, on élimine certaines espèces, ça va de soi. Mais ne pas fournir l'eau douce pour la nature, c'est pour moi, c'est le plus grand crime parce que c'est un crime contre l'humanité. Et pour les gens qui aimeraient agir, les citoyens, que ça peut être un citoyen qui aimerait agir, un agriculteur qui a 10 hectares, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour agir concrètement, pour pouvoir eux-mêmes gérer leur eau ou pour pouvoir aider? Alors, l'eau, c'est l'affaire de tous. D'abord, je pense, je vais parler du rôle de l'État d'abord. Ce que je viens de dire, j'exagère si je dis 90% des gens ne savent pas ça, ne connaissent pas ça. Donc l'État doit être en mesure de vulgariser ces concepts, expliquer aux gens. Quand je dis aux gens, tous, ceux qui gouvernent le pays, les ministres, les directeurs généraux, les parlementaires, tout le monde, les walis, les gouverneurs, tout le monde doit comprendre cela. Donc, si les gens comprennent ça, ils vont faire un peu plus attention dans le rejet de leurs déchets, liquides ou solides. L'État aussi, quand il explique ces phénomènes ou ces concepts et que les gens comprennent ça, quand l'État dit il ne faut pas mettre les ordures ici, l'État doit donner un autre endroit pour mettre les ordures. Les gens ne vont pas avaler leurs ordures. Bien sûr, ça a un coût. Il faut chercher l'argent pour cela, chez les citoyens ou ailleurs. Mais que les citoyens comprennent pourquoi on enlève ces ordures. Parce que la biodiversité, la nature ne supporte pas la pollution. Parce que c'est lui qui va subir cela tôt ou tard. Donc, du moment que l'État fait ça, quand elle interdit ou elle met des lois, elle met les mesures d'accompagnement pour régler ces interdictions qu'elle met en place. Ça, c'est le premier point. Après, le citoyen, il est responsable de tous ses faits et gestes. Si le citoyen a besoin d'1 litre, pourquoi il laisserait couler le robinet 5 minutes pour prendre 10 litres? Même ceux qui font les ablutions pour faire leurs prières, un demi-litre suffit pour faire les ablutions. Pourquoi laisser le robinet couler, vous utilisez 5 à 6 litres, 10 litres? C'est pas possible. Ça, c'est un minimum. On se lavait les dents alors que l'eau coule. Il faut que les gens comprennent qu'on n'a pas assez d'eau. Pourquoi ne pas... Moi, je ne vendrai même plus les baignoires. Je vous assure, je suis capable d'interdire la vente de baignoires. Ça ne rentre plus dans le pays. Les équipements âgés avec une force, etc., je ne les ferai plus entrer. Les équipements qui ne sont pas économes, non. Je les interdis pour que les citoyens comprennent que ça y est, c'est révolu le jour où on lave sa voiture avec le robinet qui coule, le caoutchouc et 200 litres d'eau pour laver une voiture. C'est pas possible, je rêve. Un seau de 10 litres, vous pouvez laver votre voiture.
C'est des choses que les citoyens peuvent faire avec l'aide de l'État. Maintenant, l'agriculteur. Il y a, je dirais, deux types d'agriculture. L'agriculture irriguée et l'agriculture pluviale. Le pluvial, malheureusement, je dis ça malheureusement, il y a des agriculteurs qui sont des faibles superficies, 5 hectares, moins de 10 hectares, ils vont souffrir. Ils vont souffrir et ils n'ont aucune autre alternative que d'abandonner l'agriculture pluviale. Si vous avez 5 années de suite de sécheresse, vous ne pouvez pas produire de blé. Vous n'aurez pas même l'olivier, ça sera une année sur 2 ou sur 3 avec une production faible par rapport à ce que vous devez avoir pour faire fonctionner votre foyer, la famille. Payer les frais de scolarité des enfants, les soins, etc. Donc il y a une agriculture pluviale qui va disparaître, malheureusement. Si on ne lui apporte pas l'eau nécessaire. Parce qu'on peut se dire, la Tunisie, elle a 2200 km de côte, elle a la mer Méditerranée, elle peut dessaler autant d'eau qu'elle veut et fournir l'eau à tout le monde. Mais à quel coût? Qui va payer? Et là, c'est des choix. Est-ce que j'importe le blé à, je ne sais pas, 150 $ la tonne? Ou je dessale l'eau de mer, je le donne aux agriculteurs pour irriguer, pour produire intérieurement mes céréales, sachant que je vais importer les membranes pour produire l'eau dessalée. C'est de l'importation aussi. Je dépends de l'extérieur pour importer un équipement, une technologie. C'est des choix à faire. Donc pour moi, l'agriculteur en pluvial va souffrir. Et tôt ou tard, certains ils vont quitter. Et c'est la désertification, malheureusement. Ceux qui ont de l'agriculture irriguée, ceux qui sont irrigués par l'eau de surface vont également souffrir. Les terres vont se rétrécir, les périmètres irrigués vont se rétrécir. Ce n'est pas plus mal, parce que l'État ne peut pas faire face et ne peut pas continuer disons, à dire aux agriculteurs, bah, cette année, je n'ai pas d'eau, je ne peux pas vous donner de l'eau. Ce n'est pas possible. C'est l'État qui a créé ces périmètres publics irrigués. Il est absolument chargé de fournir de l'eau d'irrigation à ces agriculteurs. Si, dans le futur, on sait qu'on va avoir de plus en plus de sécheresse, de plus en plus de manque d'eau et une nouvelle répartition de la pluie sur le territoire, il faut absolument réorienter les périmètres publics irrigués et se concentrer beaucoup plus sur les périmètres irrigués par les eaux souterraines, mais il faut absolument réglementer l'accès à l'eau pour éviter, pour supprimer l'eau, l'utilisation illicite de ressources, la surexploitation, et ça par une politique agricole qui nous dit qu'est-ce qu'on va produire, où le produire, qu'est-ce qu'on va importer, qu'est-ce qu'on va exporter en termes de besoins alimentaires. Comment est-ce que vous pensez que les agriculteurs vont devoir s'adapter avec le changement climatique? Alors, juste pour compléter ce que je viens de dire, les agriculteurs tout seuls, ils ne peuvent pas s'adapter. On leur demande de la lune. Ce n'est pas possible. Il faut l'aide de l'État. Ils peuvent s'adapter, certains, en passant d'une culture à une autre, une culture moins consommatrice d'eau pour ceux qui font de l'irriguer. Ouais. Et ça, c'est des choix politiques de l'État, et c'est l'État qui doit les orienter. Parce que lui, il produit pour vendre aussi. Si l'État interdit telle culture, il va avoir du mal à la vendre ou à l'exporter. Maintenant, à l'échelle internationale, on parle de l'export en respect de l'empreinte carbone. Peut-être l'empreinte eau aussi. Donc, il faut réduire l'empreinte carbone de telle ou telle culture. Sinon, vous ne pouvez plus l'exporter. Donc, il y a tout cela qui va réorienter la production agricole. Donc, l'agriculteur, il devra être soutenu par l'État pour l'orienter quel type de culture produire en termes de réduction d'empreinte carbone et d'empreinte eau. Ça, c'est la première chose. Mais l'agriculteur, par lui-même, s'il est assez costaud, il a les moyens, je dirais, il va aller vers des cultures moins consommatrices d'eau, il va utiliser tous les moyens, les technologies qui permettent de consommer moins d'eau. On peut utiliser maintenant, on parle de l'agriculture de précision en utilisant les données satellitaires, parce que la production agricole,
ne dépend pas que de l'eau. Elle dépend de l'eau, mais aussi de l'évolution de la température et la prolifération de certaines parasites dans l'atmosphère, hein, qui vont détruire un petit peu la production aussi. Il n'y a pas que l'eau. Parce qu'on a vu en Tunisie, en 2017, des arbres qu'on a irrigués, mais qui sont morts, malgré qu'ils étaient irrigués, parce qu'ils ont eu comme un coup de soleil. Donc, il n'y a pas que l'eau, en fait, il y a tous les autres éléments qui vont avec le changement climatique. Nous, on parle de l'eau, mais il y a la santé du sol, il y a les micro-organismes qui existent, il y a la température. Donc, il y a tous ces éléments-là. C'est pour cela que donc, l'agriculteur qui est averti, qui a les moyens, il peut utiliser toutes les technologies, et entre autres l'agriculture de précision, pour protéger disons, sa production de tout ce qui est invasion animale, enfin de l'atmosphère, etc., la température, etc., pour la santé de sa végétation ou de ses arbres fruitiers. La technologie va lui dire irrigue ici dans ton terrain, n'irrigue pas là parce que l'humidité ici elle est meilleure. Faites attention, il y a 1 ou 2 arbres ici qui sont malades, donc ça peut se répartir sur tout votre domaine, etc. Donc il y a tous ces éléments-là qui peuvent servir, mais qui ont un coût. Certains agriculteurs peuvent les supporter, d'autres pas. Donc l'État doit voir quel mécanisme de subvention ou d'aide il peut apporter à ces agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser les meilleures technologies, pour mieux produire et pour produire surtout, si on veut aller vers la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire tout ce dont on a besoin au niveau de notre territoire. Pour d'autres agriculteurs qui sont dans le pluvial, et je reviens au pluvial, et que l'État a besoin de ces gens-là pour continuer à faire du pluvial, même quand il ne pleut pas, il faut que l'État leur apporte des soutiens financiers à partir des fonds, comme le fonds de calamité naturelle qui existe en Tunisie. Malheureusement, il est mal alimenté en fonds. L'État devrait l'alimenter, mais vu les conditions économiques du pays, l'État n'a pas les moyens de renflouer les caisses de ce fonds. Il faut que l'État subventionne à travers ce fonds les agriculteurs. Et ce fonds peut être rempli à partir de l'international, parce que, je répète, le cycle de l'eau est perturbé suite au climate change. Donc les pays ne peuvent pas faire face. Pire encore, quand je dis l'agriculture, elle est sous crise hydrique, sous crise thermale au niveau de la température et prolifération des parasites qui vont venir de partout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du poisson, le crabe bleu en Tunisie. Ils appellent ça derche. C'est un poisson qui est venu parce que la mer était devenue plus chaude. C'est une espèce qui n'existait pas avant. Elle était, au début, tout le monde criait, etc. Maintenant, ils sont capables de la valoriser, ils sont en train de la commercialiser. Ça veut dire qu'on aurait d'autres espèces, même terrestres, qui n'étaient pas là avant. Donc, il y a tous ces éléments-là que l'agriculteur tout seul ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'il ait l'aide de l'État. Ceux qui peuvent sortir, ne vous inquiétez pas, ils vont trouver le moyen de creuser des forages à travers des subventions ou pas de l'État. Ils vont utiliser des nouvelles technologies en termes d'économie d'eau ou de protection de leur végétation, etc. Mais ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont en moins de 10 hectares, et c'est le cas de 80% des agriculteurs tunisiens, c'est de nouveaux mécanismes qui doivent être créés pour protéger l'agriculteur qui produit pour la souveraineté alimentaire et celui qui produit aussi pour l'export, parce qu'on a besoin d'exporter. Et ça ne peut se faire qu'à travers une politique agricole et d'élevage bien déterminée, parce qu'on a besoin de l'élevage également, et ça dépasse les citoyens, ou ça dépasse l'agriculteur lui-même. L'État aussi doit mettre en place les mécanismes qu'il faut pour éliminer toutes les formes de perte d'eau et de gaspillage alimentaire. Les Tunisiens, maintenant, ils font la queue, mais ils continuent à jeter le pain. Les Nations Unies ont sorti un rapport dernièrement. En Afrique, le pays qui jette le plus d'aliments, c'est la Tunisie, 172 kilos par an.
Si vous dites que pour produire 1 kilo d'aliments, il faut 5 mètres cubes d'eau, c'est 800 mètres cubes d'eau qui sont jetés par an. Plus que la quantité d'eau dont il dispose par an. C'est du délire. Un pays qui n'a pas d'eau n'a pas le droit de jeter. Vous jetez quand c'est abîmé, mais vous cuisez. Les gens doivent apprendre à acheter. Il a besoin d'une tomate, il achète une tomate. Pas besoin qu'il achète 1 kilo. Et donc, s'il cuisine, il doit cuisiner par 2, il cuisine pour 2. Pourquoi pour 6? S'il a des invités, il se lève, il cuisine de nouveau. Donc, il y a un gaspillage alimentaire très important parce que toutes les solutions ne sont pas dans le secteur agricole et ne sont pas dans l'eau. Ils sont dans la réduction de toutes les formes de perte, de gaspillage et de pollution. Et ça, l'État doit absolument faire un effort là-dessus. Et c'est pour cela que la sensibilisation, l'explication, etc. est très, très importante. Moi, j'ai peut-être une dernière question avant de conclure. Puisqu'on a parlé un peu de plusieurs échelles et pas uniquement de l'échelle nationale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des accords qui ont été faits avec l'Algérie, notamment pour certains WED qui traversent... Alors, pour la gestion de l'eau, moi j'ai parlé que la question de l'eau, elle est globale, donc elle dépasse le régional ou même le transfrontalier. Mais dans le contexte de la Tunisie, c'est vrai qu'on a des ressources transfrontalières. Nous avons le bassin versant de la Medjerda, dont le tiers se trouve en Algérie, et la source d'eau, elle est en Algérie, elle est à Soukaras. Et pour ce bassin, malheureusement, on n'a pas d'accord clair qui permet de bien gérer les ressources au niveau des deux territoires. Nous, on est en aval, et donc en cas de forte pluie, d'inondation, bien sûr, l'excès d'eau va arriver en Tunisie. L'Algérie a fait des barrages sans concertation avec la Tunisie sur son territoire. Ça fait partie de sa souveraineté. Malheureusement, il n'y a pas de convention qui permet de travailler sur la capacité de cet ouvrage, etc. etc. Et s'il y a un pépin, qu'est-ce qui peut arriver? Si le barrage est plein, qu'il y a beaucoup d'eau, il faut dévaser, c'est tout ça qui va arriver en Tunisie. Donc, c'est tous ces éléments-là qui n'ont pas été l'objet de convention. Alors, dernièrement, il y a eu un accord sur les eaux souterraines. Ce n'est pas un accord, c'est une convention de collaboration à créer pour mieux gérer les eaux souterraines qui se trouvent dans 2 nappes, le continental intercalaire et le complexe terminal, dans le sud tunisien, ou ce qu'on appelle le désert du Nord ou le Sahara du Nord. C'est un aquifère qui s'appelle le système aquifère du Sahara septentrional, qui est partagé entre les 3 pays, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La Tunisie dispose de 10% du territoire de cette nappe, la Libye à peu près 20% et à peu près 70% en Algérie. Il faut qu'il y ait une gestion commune de cet aquifère pour la simple raison, et une raison fondamentale, que la Tunisie est située sur ce qu'on appelle l'exutoire de ces nappes. C'est-à-dire, s'il y a un tarissement, c'est l'exutoire, c'est-à-dire c'est l'eau qui est en Tunisie qui va s'amenuiser en premier lieu. Et donc, éviter la dégradation, parce que la qualité de l'eau se dégrade de plus en plus. Et ce sont des eaux qu'on appelle, entre guillemets, fossiles, c'est-à-dire des eaux peu renouvelables. C'est des eaux qui existent depuis des millions d'années. Donc, si on les prend aujourd'hui, on ne les aura pas demain. Il faut des millions d'années pour que ça se reconstitue. On ne sait même pas comment ces aquifères sont reconstitués, d'où vient cette eau, bien sûr. Ce sont des réserves gigantesques, 60 000 milliards de mètres cubes, mais il y a seulement 1 milliard de mètres cubes qui est renouvelable. Donc, en bon gestionnaire de ressources, il faut utiliser que l'eau renouvelable. 1 milliard, mais maintenant l'aquifère est exploité à plus de 2 milliards de mètres cubes, 2,5 je crois. Donc, pour éviter qu'il y ait ces tensions sociales, surtout que vous avez probablement entendu parler les Tunisiens qui disent « Oui, l'Algérie, ils sont en train de creuser sur la nappe, ils sont en train de faire des pompes de terre dans le désert, et nous, on doit absolument utiliser, et on a beaucoup d'eau. » Pour éviter cela, il faut absolument qu'il y ait une convention. Bon, ils ont démarré par un accord pour créer un mécanisme de concertation, malgré que je vous précise que le mécanisme de concertation existait depuis 2006.
Et il était géré par l'OSS, l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Donc le mécanisme, celui-là, il est nouveau, mais le mécanisme existait. Je me demande pourquoi on n'a pas continué ce mécanisme, le moderniser ou le complémenter ou des choses comme ça. On a préféré créer un nouveau mécanisme. J'espère qu'ils ne vont pas perdre tous les acquis de ce qui a été fait depuis 2006 par l'ancien mécanisme. Et il faut qu'il y ait des accords consistants en faveur des peuples des 3 pays pour éviter les risques de conflits futurs. Parce que l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le pouvoir, c'est aussi les risques de conflits, de guerre entre les pays à cause de l'exploitation excessive de l'eau en vous disant oui, c'est mon territoire, je prends ce que je veux. Oublie, voilà. Donc, exactement. Donc, il faut absolument qu'il y ait, au-delà de ce mécanisme de concertation, que je dirais que c'est un bon début, et j'aurais aimé que c'est le mécanisme qui existait, qui soit valorisé, mieux équipé, et que ce mécanisme qui existe se transforme en accord. On a préféré créer un nouvel accord, un nouveau mécanisme de concertation dont le siège est à Alger, donc en Algérie. C'est un mécanisme, pourquoi ce n'est pas chaque pays qui prend la gérance de ce mécanisme une fois? Pourquoi? Parce que c'est l'Algérie qui a 70%. On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça va impliquer cela sur la gestion de 2 autres ressources partagées, comme le cas de la Medjerda? C'est quelque chose, on ne voudrait pas en parler trop. Il y a de la susceptibilité, il y a des risques. L'Algérie, c'est un bon partenaire, c'est un bon voisin. Il est en train de nous aider, donc il ne faut pas trop lui forcer la main, etc. Donc il y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu. C'est pour cela que je dis l'eau, c'est un élément de pouvoir et c'est un élément de politique, malheureusement. Pour conclure, on a 2 questions qu'on a l'habitude de poser. La première, c'est est-ce que vous avez un livre à conseiller en rapport avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Ou une œuvre, ça peut être un documentaire, quelque chose qui permette d'aller plus loin sur ce sujet pour les auditeurs qui auraient envie d'apprendre plus. Un ouvrage où il y a tous ces éléments dont je viens de parler, c'est difficile. Pour approfondir un seul point. Alors, vous avez le rapport national du secteur de l'eau que le ministère de l'Agriculture publie chaque année. Vous le trouvez sur le site de l'ONAGRI, l'Observatoire national de l'agriculture. Donc c'est un document qui retrace un petit peu les problèmes du secteur de l'eau, et les choses que l'État est en train de faire, ou les mesures que l'État tunisien est en train de faire, ou les lacunes qui restent, etc. Le financement du secteur, il y a pratiquement tous les éléments. Bien sûr, vous n'allez pas trouver beaucoup de choses sur les écosystèmes, etc. Mais vous allez trouver quand même certaines informations importantes sur le secteur. Moi, j'ai un ouvrage que j'ai acheté, que je consulte. C'est un ouvrage qui a été fait par M. Besbès et M. Chehed sur la sécurité hydrique en Tunisie. C'est un ouvrage qu'on peut acheter. Le titre m'échappe pour l'instant, le titre exact. Mais si on met le nom de l'auteur et sécurité hydrique en Tunisie, on peut trouver ce bel ouvrage qui donne un historique de la question de l'eau en Tunisie, l'évolution sur l'aspect institutionnel et réglementaire, et surtout c'est le seul ouvrage tunisien qui parle de l'eau virtuelle et de l'empreinte eau, et l'importance de ces 2 éléments pour la planification de l'eau future en Tunisie. Voilà, ce sont 2 éléments qui me paraissent importants. Et bien sûr, il y a tous les rapports, tous les ouvrages ou les documents que publie la Banque mondiale, le WWF, sur les questions, ou les Nations Unies en général, la FAO, sur les nouveaux challenges sur l'utilisation de l'eau. Maintenant, on parle du concept WFE, Water, Energy, Food and Ecosystem, c'est-à-dire on ne peut plus maintenant gérer l'eau en silo, l'eau pour l'alimentation non potable, l'eau pour l'irrigation. Il faut tenir compte du nexus, c'est-à-dire de l'équilibre avec la question de l'énergie, avec les questions de l'alimentation, parce que l'eau, elle sert essentiellement pour la production de l'alimentation. Le citoyen, il peut vivre chez lui dans son appartement avec 100 litres, 80 litres pour sa douche, etc. Mais pour manger, il a besoin entre 3000 et 6000 litres par jour. Donc ça n'a rien à voir. Donc la question de l'eau, c'est une question avant tout alimentaire.
Donc, il y a beaucoup de rapports qui sortent tous les mois, je dirais, et n'importe qui devrait, celui qui a vraiment soif de comprendre cette question, il doit suivre et lire, disons, l'évolution de la réflexion humaine pour régler tous ces problèmes liés à l'eau, tous en sachant qu'on doit rester optimiste, parce que l'homme, entre guillemets, il crée les problèmes par son ignorance de sa relation avec l'environnement, mais après, il va tout faire pour trouver les solutions. Le téléphone portable n'existe pas il y a 25 ans. Regardez l'évolution que ça a fait. Et maintenant, on ne peut plus s'en sortir sans ça. Donc, personnellement, je suis confiante que l'homme sa connaissance de son environnement, de ses besoins va s'améliorer. Et j'espère qu'il utilisera les nouvelles technologies dans l'objectif d'améliorer la situation humaine de l'homme sur Terre, limiter les souffrances des hommes et des femmes et des populations vulnérables. Et je finirai par le proverbe touareg qui dit « La différence entre le désert et un jardin, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. C'est l'homme qui peut rendre un jardin un désert et qui peut rendre un désert un jardin. » Et c'est pour cela que les oasis, les belles dates existent dans les oasis, où il n'y a que de l'eau, et s'il n'y avait pas l'homme, il n'y aurait pas de dates. Il n'y aurait que des palmiers, parce qu'ils ne sont pas entretenus, ils ne sont pas irrigués comme il faut, etc. Donc on reste optimiste, sachant que l'homme doit être quand même toujours aidé à recevoir les connaissances et l'information nécessaires pour améliorer sa vie de tous les jours. Voilà. Vous avez un conseil pour les jeunes générations ? Les jeunes générations, conseil. D'abord, si j'ai à conseiller les jeunes générations, moi j'ai une fille de 23 ans, donc des fois elle me dit « Mais maman, tu me demandes de finir mon assiette. Si je finis mon assiette, il n'y aura plus de faim dans le monde. » Je lui dis « Oui chérie, il n'y aura pas de faim dans le monde. Si tout le monde finit son assiette, donc on utilisera moins de carburant, on utilisera moins d'eau, on jettera moins, etc. Il y aura assez pour les autres, etc. » Elle a du mal à comprendre parce qu'à son échelle, elle a du mal à transposer à une échelle plus grande. Mais pour les jeunes, je dirais d'abord, les jeunes doivent avoir confiance en eux. Il ne faut pas se dire « Ah, les autres, ils ont fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il y a beaucoup à faire. Les jeunes vont beaucoup à faire. Parce qu'ils vont utiliser les nouvelles technologies. L'IA maintenant. J'ai parlé de l'agriculture de précision. On utilise des données satellitaires. Il y a des métiers qui n'existent pas encore. Dans 10 ans, dans 20 ans, des métiers vont disparaître, des métiers vont être créés. Donc les jeunes, ils vont exceller. Parce que je vois, moi, ce que je suis capable de faire maintenant par rapport à ce que je faisais il y a 30 ans ou 40 ans, quand il n'y avait pas le téléphone, quand il n'y avait pas l'ordinateur. Ça n'a rien à voir. Maintenant, si je dirais à ma grand-mère, si elle revient de sa tombe et je lui dis qu'on est en train de boire l'eau de mer, elle va me dire non, mais elle n'aurait jamais pensé que ces choses-là existeraient. Donc les jeunes, d'abord, il faut qu'ils comprennent les choses que nous, on a mis du temps à comprendre, peut-être, et on a un peu bousillé l'environnement. L'importance de l'environnement dans lequel ils vivent, dans lequel vous vivez, tous ces jeunes, et votre relation avec cet environnement. Si vous avez... Pourquoi avoir 10 chemises quand 2 peuvent suffire, 3 peuvent suffire? Bien laver sa chemise, et quand elle est abîmée, il faut coudre ce petit bouton, ne pas la jeter pour ne pas abîmer la nature. Si on abîme la nature, si on abîme les ressources pour nous, pour les autres. Si vous avez compris ça, le reste est facile, je dirais. Le reste est facile parce que chaque problème, il y a des solutions. Sauf que le coût est différent. C'est tout. On peut avoir chacun une piscine chez soi, mais il faut dessaler l'eau de mer et dans quelques années, vous ne mangerez plus de poissons. Parce qu'on va rejeter des saumures, des pollutions, etc. Et il n'y aura plus de poissons en Méditerranée. Vous mangerez du poisson, mais ça viendrait du Guatemala ou ça viendrait du Brésil. Et ça va coûter les yeux de la tête. Et tout le monde ne peut pas l'acheter. Donc il y a des populations qui vont disparaître aussi. Donc, moi je pense qu'avoir confiance en soi, et suivre l'évolution de la science, c'est très important, la connaissance et la science. On n'a pas le droit de dire on ne sait pas. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas comment je fais ça. Non, vous allez sur Internet, vous trouvez tout maintenant.
Tout, tout. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas ou je ne peux pas faire ou les choses qu'on faisait avant en 5 jours, maintenant en 1 heure. Avec l'IA, vous pouvez avoir un document, quelque chose, une information. Il y a beaucoup de documents. Vous ne pouvez pas avoir le temps de tout lire, mais il y a des logiciels maintenant qui vous aident à synthétiser tel document, ils vous donnent l'essentiel. Ça n'existait pas avant. Il faut tout lire, tout décortiquer, on n'a pas le temps. Donc on perd de l'information. Maintenant, vous avez les moyens. Donc il faut utiliser à bon escient ces informations, ces connaissances pour réduire la souffrance de l'humanité, pour permettre une vie correcte à l'homme sur Terre, en cohérence et en synergie avec toute la biodiversité, tous les êtres vivants sur la Terre et dans les océans et partout, même s'ils existent dans d'autres planètes. Moi, je suis confiante, sincèrement, quand je vois rien que... Par exemple, je vois ma fille, comment elle travaille, des fois je me dis, mais bon sang, elle n'a pas fini son rapport, elle doit le rendre demain, il lui reste tout un chapitre. Elle travaille, elle se bat, et elle arrive à finir. Elle a sa façon de faire, différente de la mienne. Donc, moi, personnellement, j'ai confiance, parce que nous sommes la confiance ou l'espoir de nos parents et grands-parents, et vous êtes l'espoir. Moi, quand j'enseignais, que j'étais à l'université, je disais toujours aux étudiants, c'est vous qui allez enseigner ma fille demain ou mes petits-enfants. Donc, ayez confiance en vous. Nous, on va partir. On n'est pas éternel. Donc, c'est vous. Oui, madame, mais tel prof, il nous dit ceci, il dénigre toujours. Non, j'ai dit non. Vous êtes en train d'apprendre. À votre âge, je ne savais rien. À votre âge, j'avais pas de voiture. À votre âge, j'avais pas de maison. À votre âge, j'avais pas d'argent pour acheter un café tous les jours ou m'acheter un sandwich ou je ramenais de chez moi. J'étais comme vous. Mais voilà, maintenant, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon terrain, j'ai mon ordinateur, j'ai tout. Enfin, tout avec... vous aussi, vous allez avoir ça. Il faut avoir confiance en vous. Vous allez apprendre. Et c'est ça le plus important. Il faut apprendre, il faut aider les jeunes à avoir confiance en eux. Parce qu'avec la technologie, ils vont faire des miracles, je pense. Ça, c'est ma façon de voir. Oui, et je compte beaucoup sur les jeunes. Ils sont capables d'exceller. C'est pas parce qu'ils portent un pantalon déchiré ou parce que là le nombril a l'air ou parce que il a une boucle d'oreille, un piercing dans le. Non, ça n'a rien à voir. C'est là-dedans et là-dedans. Si ça c'est sain, et si on a si on absorbe la connaissance scientifique. La tenue ou le physique, l'extérieur n'a aucune importance. Aucune importance. Les jeunes, ils sont capables de s'en sortir. Ma fille, elle vit bien à Paris toute seule. Elle fait ses courses, elle lave son linge, elle nettoie chez elle. Je ne suis pas à ses côtés pour l'aider. Elle fait ses études, elle fait son sport, elle fait tout toute seule, elle s'en sort. Demain, elle se marie, elle est capable de gérer une famille. Je suis pas tout le temps, moi, j'ai pas ma mère à côté de moi pour élever ma gamine quand elle était petite. Non, donc vous êtes capable de faire aussi de la même manière. Donc il n'y a pas de raison. Vous affrontez une nouvelle vie, vous allez vivre dans de nouvelles situations, peut-être d'autres types de guerres, peut-être d'autres challenges que nous on n'a pas vécu. Vous allez affronter ça. Bien sûr, ceux qui sont faibles vont avoir des problèmes, mais d'autres ils vont. Et ça, c'est la continuité de la vie. Si tout le monde restait sur Terre, on serait, je ne sais pas combien de milliers de milliards depuis la création de la Terre. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui partent et d'autres qui viennent. C'est tout à fait logique. Donc la science ne va pas empêcher la mort pour que tout le monde continue à vivre, mais elle permet d'améliorer la vie de ceux qui viennent. Parce qu'il va y avoir de nouvelles maladies, de nouveaux virus, de nouveaux challenges. Et des déplacements énormes de population d'un endroit à l'autre. Ça, il faut être certain, on ne peut pas empêcher un homme de partir d'un endroit où il n'y a pas d'eau. Il va aller ailleurs. Et ça, c'était depuis les débuts de la création de la Terre. Donc, vous mettez des barrières, des frontières, des contrôles, des passeports, machin. Peut-être que dans 50 ans, il n'y aura plus de passeports. Les gens se déplaceront librement. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc pourquoi toutes les bestioles, les animaux, la végétation, des fois, elle se déplace d'un endroit à l'autre à travers les vents, etc. Et les hommes doivent pouvoir le faire librement. La terre appartient à tout le monde. Il n'y a pas de raison. Les choses vont évoluer. Certains dans un bon sens, certains dans le mauvais sens. Parce que
certains pays ou certains types d'individus ils vont utiliser la technologie pour faire des choses pas bien. Comme ce qui s'est passé par exemple dans la guerre du Vietnam. On a utilisé l'ensemencement des nuages pour que la pluie continue à tomber, pour que les gens ne peuvent pas se défendre. Et il y avait de la boue, alors que la pluie artificielle peut être une bonne mesure pour les zones où il n'y aurait pas d'eau, où il n'y a pas de pluie, où on doit faire du pluvial et produire du blé. Vous voyez comment on peut faire, comme la bombe atomique, comme plein de choses. Donc, c'est l'homme et c'est pour cela que je dis toujours que l'eau doit être gérée par une haute autorité. Quand je dis l'eau, ce n'est pas l'eau qu'on boit, c'est l'eau pour l'alimentation. Et là, c'est le rôle fondamental des Nations Unies, de réglementer pour que le jour où moi, je n'ai pas d'eau, à cause de la sécheresse et je ne peux pas produire, je peux acheter chez lui. Il ne va pas me dire non, la tonne de blé, c'est 3 000 $, alors que je n'ai pas. Parce que lui, il a eu la chance d'avoir plus de pluie et il peut produire. Il faut éviter la spéculation. Et ça, c'est que les Nations Unies qui peuvent réglementer ça à l'échelle mondiale. C'est pour cela que j'ai dit que la question de l'eau, elle est mondiale, parce que l'alimentation, elle est mondiale. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Super intéressant.